Moi, c'est Djamel Benchegra. Je suis d'origine algérienne. Je suis né et j'ai grandi en Belgique. J'ai 26 ans. Je suis étudiant dans des études de commerce. Mais en dehors de tout ça, de la vie normale, je dirais, je suis dans l'artistique. Mhm. Je suis plus connu sous le nom de Selecto dans ce milieu-là. Je fais partie des Prison Break Rockers, donc c'est un crew actif de breakdance sur Liège. Donc j'ai commencé le breakdance en 2005-2006 et jusqu'à présent ça fait 10 ans que je danse. Je dirais que ça fait plus ou moins dans le milieu vraiment professionnel, on va dire ça, 5 ans, 5 à 6 ans. Mais voilà, donc 10 ans de danse. Je suis fort sportif, j'aime beaucoup le sport, etc. Mais là, au-delà d'être un sport, il y a eu une touche artistique et une touche humain, je dirais, le côté humain de cet esprit pop, pardon, qui, euh, qui m'a vraiment attiré. Et donc, c'est-à-dire que, exemple, j'ai déjà fait plein de sports, du foot, etc., etc. En général, les sports, c'est un échange, ok, il y a un échange, c'est une activité physique, mais là, au-delà de l'activité physique, il y a donc c'est vraiment, on crée une fraternité avec les gens du milieu. Donc c'est vraiment une fraternité qui se lie, que peu importe ce que la personne fait, que ce soit, moi je suis dans le breakdance, mais je vais rencontrer un MC, ou je vais rencontrer un graffeur, ou quelqu'un du milieu, enfin, ou un DJ, et il y a directement quelque chose de, je sais pas, de fort, je dirais même limite spirituel. Limite on pourrait dire que ça fait un peu secte, mais c'est vraiment très fort en fait. Ouais. Et comme on partage, on sait que chacun pratique un pilier justement de ce mouvement, ça nous rassemble directement. Après, exemple, dans mon crew, on est, je dirais, plus d'une vingtaine. On est tous originaires d'horizons différents, c'est-à-dire culture, religion. Il y a des Belges, il y a des gens de l'Est, il y a des Asiatiques, il y a des Nord-Africains, il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des agnostiques. Il y a tout, pourtant on forme qu'un en fait. Le Mhm. truc c'est on ne se limite pas à ce qu'on est personnellement, mais à ce qu'on forme ensemble en fait je pense. Et franchement c'est juste magnifique parce que j'ai déjà fait du sport, voilà encore une fois, on fait du sport avec des gens qui sont tu fais du foot, il va y avoir des Arabes, des Blacks, etc. Ben, il y a des groupes qui vont se former dans des sports comme ça. En général, c'est un peu comme dans la vie. C'est que les gens se forment des petits clans comme ça au lieu de se mélanger et de former qu'un, quoi. Donc, mais là, j'ai vraiment découvert ça à travers le hip-hop et le breakdance en particulier. Et je pense que aussi mon parcours, par rapport à mon parcours, ça fait 10 ans que je danse. Et il y a eu beaucoup de galères, mais énormément de bons souvenirs. Je me rappelle à nos débuts, tellement on voulait, entre guillemets, aller à la découverte du monde, je dirais. On allait faire des battles à l'étranger. On commençait par la Hollande, on était mineurs carrément. Puis après, il y a eu aussi, ça fait un peu partie des beaux souvenirs, même si c'est pas très positif, mais un peu comment dire, on était des petits cancres, on va dire, scolaires, des mauvais étudiants et tout, mais pas des mauvais gars, mais des gars qui étaient tellement pris par leur passion qu'on mettait que ça en avant, quoi. Donc, c'est des souvenirs de dingue, quoi. Dès qu'on on finissait l'école plus tôt ou qu'on avait le week-end, c'était hip-hop à fond, quoi. Enfin, break à fond. On a galéré ensemble, autant les préparations de battle, de show. Quand on s'entraîne, c'est difficile puisqu'on va acquérir des nouvelles techniques, créer des nouveaux trucs, etc. Et il y a de l'entraide. Il y a de l'entraide, on se conseille entre nous. Il faut savoir qu'on a appris en autodidacte. Donc, ok, il y a les anciens, ils nous ont montré quelques mouvements basiques. Où, il y a une présence, mais il n'y a pas une présence continue, je dirais. Et donc après, il y a eu plus d'autodidacte qu'autre chose. Puis je dirais qu'on s'est fait tout seul, avec quand même une reconnaissance des anciens, mais on s'est fait tout seul. Mais on s'est fait tout seul ensemble, donc avec le crew. Au début, ils étaient quatre, c'était Prison Break Rockers, c'était quatre. Donc il y a eu Yo-Yo, il y a eu Yano, il y a eu Tilu et il y a eu Aysam. Et puis de là, le groupe ça a grandi, puis moi j'ai rejoint, etc. Puis on était genre une dizaine, puis ça a grandi. Et là maintenant, on a carrément 3 générations de Prison Break. Donc nous, on fait partie de la première.
Mais je veux dire, c'est juste magnifique parce que dans le sens où voir tout ce qu'on a accompli à travers la difficulté et la galère, je pense qu'il y a rien de plus fort pour unifier des gens, pardon, que des épreuves, je pense. Voilà. Les épreuves, c'est ce qui est le plus fort. Passer des bons moments avec des potes, c'est bien. Mais passer des épreuves, c'est mieux, je trouve. De la motivation, de la patience, surtout la patience, et toujours être positif. Dans le sens, c'est à la base, je dis bien à la base, on commence le break, etc. On voit plein de gens qui ont fait du break, beaucoup de gens qui sont passés par le break, mais qui ne sont pas restés. Pourquoi? Parce que je pense que seuls les plus endurants et les plus patients sont restés en fait. On s'est dit, ouais, voilà, ok, je galère, exemple, pour avoir un mouvement, ça peut prendre, à nos débuts en autodidacte, tu apprenais un mouvement, ça prenait genre des mois pour l'avoir. Et donc, nous, on a galéré, etc. Et on voyait, on était peu au début, hein, on était très peu, même dans les prison break, on n'était pas beaucoup. Mais seuls les plus patients sont restés. Et je pense toujours actuellement, il y a des gens qui étaient bons, etc., qui sont défaits du break, je dirais avec les aléas de la vie. Il y a le boulot, on forme des familles, etc. etc. Ça, c'est normal. Mais il y a des gens aussi qui auraient pu rester actifs et qui ne le sont pas. Je pense que c'est peut-être une perte de patience, mais je pense que c'est surtout la patience. Et comment dire, je dirais que la patience crée l'amour en fait. L'amour de la pratique, l'amour de la passion, parce que quand on est patient pour quelque chose, ben, c'est un peu comme je dirais, faire pousser quelque chose, une fleur, un légume, ce qu'on veut. Si on donne vraiment de l'amour à la chose, on aura une belle création. Ça va faire pousser quelque chose de beau. Si on prend du temps, on en prend soin, surtout la patience, encore une fois, ben, je dirais, on va symboliser ça par une fleur. Ben, ce sera une belle fleur enfin, la fleur va refléter l'effort et la patience. Donc, aussi, ce qu'il y a, c'est. Des fois, je me pose la question, je me dis, ouais, qu'est-ce que tu serais devenu si tu n'avais pas fait du break en fait? Ouais. Parce que j'aurais peut-être été à fond dans les études, j'aurais peut-être pas été un si mauvais élève que ça, même si, voilà quoi, je pense que ça reste quand même des bons souvenirs. Mais est-ce que j'aurais pu, genre, j'aurais pu être un geek, un élève modèle, j'aurais pu être mal tourné, j'aurais pu mal tourner, parce que voilà, je veux dire, moi je connais des gens de ma génération, de mon quartier, etc., qui ont mal fini, et avant je les fréquentais. Pourtant, voilà, comme on dit, rien n'est dû au hasard en fait. Et je pense que, comme on dit, il y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, des rendez-vous. Donc, dans le sens où pour moi c'était prédestiné que je devais rencontrer, que je devais faire du break, que je devais commencer, que je devais persévérer là-dedans et rencontrer mon crew. Parce que sans mon crew, je serais sûrement pas la personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup apporté. Donc la danse, ce que ça m'a apporté en gros, bah, patience, vraiment découverte de plein de choses et de moi-même surtout. C'est la découverte de moi-même, surtout par la patience, la pratique, la L'amour. détermination. Et surtout, à travers tout ça, on comprend vraiment, je dirais, le sens du terme amour, bah, pas à travers l'amitié surtout. Quand on arrive à avoir une deuxième famille, ce qui n'est pas évident, parce que des amis, on en a, ça va, ça vient. Mais une famille avec qui tu as galéré avec pendant 10 ans, ben maintenant ça fait 10 ans, moi ça fait 10 ans que je break, donc la première génération précédente Break Rockers, ça fait au moins 10 ans que je danse avec. Ben, je pense qu'après 10 ans, on ne parle plus d'amitié là, c'est une autre étape. Je pense qu'on peut vivre de sa passion, je pense qu'on peut, mais on peut vivre ne serait-ce que, pas forcément une passion, je pense que si on a un rêve, on peut, mais c'est parce que les gens ne rêvent plus en fait, ou ont peur en fait, c'est la peur qui limite. Je pense qu'on peut vivre de sa passion. Peut-être on ne sera pas riche, hein. On sera. La question c'est est-ce qu'on peut vivre de sa passion. Donc moi je dis qu'on peut vivre de sa passion, c'est juste une question de volonté et de sacrifice. Tu vas peut-être vivre de ta passion, mais tu ne seras pas riche. Mais au moins tu seras certainement plus heureux que de bien vivre de quelque chose que tu n'aimes pas. Ce sera pas une richesse matérielle, mais Oui, différente. voilà, c'est ça. Je pense que c'est une richesse de bien-être en fait. C'est plus une notion d'argent et de matériel, c'est une notion de bien-être et de bonheur en fait. Voilà, je veux dire, tu as des gens, et même je pense qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime, et qu'on le fait sérieusement, parce que
vivre de sa passion, c'est une chose, mais il faut vraiment... Il y a énormément de sacrifices et il faut pouvoir le faire correctement. Je pense que quand on fait quelque chose qu'on aime, on peut que exceller en fait. Donc, et même si t'es pas reconnu par d'autres, ou en tout cas pas pour tout le monde, et que toi tu sais que ton travail, tu as reconnu une évolution dans ce que tu fais, et que même les gens autour de toi te disent ah ouais, je me rappelle avant, t'étais pas comme ça, maintenant c'est beaucoup mieux, c'est plus clair ce que tu fais, etc. De ça, je pense que c'est une réussite. Déjà la réussite, pour moi, elle est personnelle. Je veux dire, on n'a pas, la vie des gens c'est bien, mais ce qu'on pense de soi c'est mieux, je pense. Dans le sens où bien voilà, vivre de sa passion, c'est possible. Il y en a dans mon crew qui ont décidé voilà, de vivre de l'artistique. Tout le monde n'est pas au même régime, je pense. Chacun a son rythme, sa façon de faire. Et ben voilà, mais au moins, une chose est sûre, c'est qu'ils font ce qu'ils aiment. Ok, ils sont pas riches avec le break. Il y a moyen de réussir du break, hein. Il y a moyen de réussir de la musique. Il y a moyen de réussir en tant que DJ, il y a moyen de réussir en tant que graffeur. Mais c'est une question de sacrifice. C'est une question de... Il y a du sacrifice, il y a du travail, la patience encore une fois, et l'amour. Et encore une fois, encore... Je reviens sur comment dire comme je parlais, je décrivais ça comme voilà, la métaphore de la fleur. Donc c'est un peu ça. C'est sacrifice, patience, effort, et surtout y croire en fait. Parce que si on veut faire pousser quelque chose, il ne faut pas croire que ça va pousser. Et la patience, c'est dire y croire aussi en fait, croire en ce qu'on fait. Donc vivre de sa passion, c'est possible. Mais ça dépend où. Et le problème aussi, ce qu'il y a, c'est que les gens ont peur de bouger en fait. Et je pense que le truc qui freine le fait de vivre de sa passion, c'est la peur. À partir du moment où il y a des peurs, il y a des limites. Et voilà, où on met des limites, ben, voilà, il y a des blocages. Donc je pense que vivre de sa passion, c'est possible. Et c'est d'ailleurs très recommandé. Mais bon, comme dit Disciple dans un de ses textes, il y a cette voix qui dit « faut bien manger ». Voilà. Mais il dit aussi « tout est possible ». Tout est possible. Voilà. C'est ça. Donc vivre de sa passion, je pense que c'est possible. Et franchement, ceux qui le font, respect. Quitte à, je dirais même, survivre de sa passion, c'est mieux que de vivre de quelque chose qu'on n'aime pas. Voyager, ça change un homme et la façon de voir le monde. Ça dépend qui aussi. Je pense que une personne n'est pas une autre, mais le voyage, ça permet quand même de se découvrir encore, découvrir le monde, comme j'ai déjà dit. Mais changer un homme, ça dépend qui aussi. Ouais. Il y a des gens qui vont réaliser beaucoup de choses en voyageant et d'autres qui réaliseront pas, mais ça dépend aussi de la manière dont tu voyages. Il y a voyage et voyage. Voilà, il y a l'optique que tu as en voyageant. Est-ce que tu veux voyager, aller dans un all-in et rester 2 semaines dans ton hôtel et de temps en temps sortir pour aller à la plage à côté? Ouais, c'est voyager entre guillemets, je dirais. Mais comme dirait un autre rappeur que j'écoute et que j'aime beaucoup, qui dit j'ai pas besoin de vacances, j'ai pas besoin de vacances, j'ai juste besoin de voyager. Donc je pense que voilà, et ça permet de comprendre aussi, il y a des gens qui vont en vacances et il y a des gens qui voyagent. Et c'est pas la même chose. Le voyageur, c'est vouloir être voyageur, c'est vouloir découvrir, vouloir comprendre des choses. On se pose des questions, je pense, tout au long de notre vie, on se pose des questions. Et je pense qu'on peut avoir beaucoup de réponses à travers le voyage. Parce que, voilà, maintenant, je sais que, voilà, en tant que musulman, je suis musulman, et quand on voit, par exemple, les récits du prophète, de ses compagnons, etc., beaucoup d'histoires sont racontées à travers le voyage. Encore le voyage. Parce qu'en voyageant, beaucoup de choses se passent, beaucoup de choses sont découvertes, autant sur le chemin en lui-même, je dirais, mais aussi sur soi-même. Tu évolues. Les épreuves, voilà, tu évolues. C'est une évolution en fait, complètement. Je pense que moi, ma vision du bonheur, déjà, encore une fois, je dirais que c'est plutôt lié à mes croyances, mais c'est déjà de rendre ma mère heureuse. Voilà, ma vision du bonheur, c'est quoi? Donc, c'est une des choses, hein. Donc, je vais en dire d'autres, mais donc c'est rendre ma mère heureuse. Pourquoi? Parce qu'en islam, on dit que le paradis se trouve en dessous des pieds de la mer. Mm-hmm. Et donc, je suis très très proche de ma mère, et ma mère a beaucoup sacrifié,
et beaucoup enduré justement pour nous donner une bonne éducation, pour nous permettre de bien vivre. Et je pense on a une dette éternelle envers les parents et spécialement envers la mère. Et donc voilà, moi, ma vision du bonheur, ce serait de rendre ma mère heureuse. Je pense qu'elle est déjà heureuse, mais rendre heureuse, c'est pas, je parle pas de matériel, hein. Je parle de la rendre heureuse, c'est-à-dire lui permettre, voilà, voilà, créer une famille, lui donner des petits-enfants, la rendre vraiment heureuse, se dire qu'elle a accompli sa tâche en fait. Et donc ma vision du bonheur, c'est ça. Ma vision du bonheur aussi, c'est le partage en fait. J'ai découvert beaucoup de choses, donc à travers les voyages, donc j'ai énoncé mon voyage en Corée du Sud, mais dernièrement, donc j'ai eu l'occasion d'avoir fait un Erasmus en Indonésie, et là j'ai eu vraiment acquis beaucoup de choses. Mais surtout, je ne savais pas que je pouvais vraiment évoluer au niveau de la patience dans la difficulté. En fait, plus tu vas galérer, et plus tu apprendras à être patient. C'est aussi simple que ça. Donc, selon moi. Et donc, j'ai rencontré pas mal d'épreuves et je pense que j'ai réussi à y faire face en fait. À y faire face sans. Parce que souvent, quand on est face à l'épreuve, c'est souvent. Qu'est-ce qui vient en premier? C'est la colère, c'est la négativité, se dire ouais, c'est une mauvaise étape, etc. Mais on s'y prend mal en fait. Ce qu'il faut, c'est quand quelque chose de mauvais arrive, c'est comme une tempête en fait. Il faut être patient parce que voilà, après la pluie vient le beau temps, comme on dit. Et donc. Ma vision du bonheur, donc déjà, c'est comme c'est déjà de découvrir, de voyager, de comprendre. Mais aussi, je pense que la vision du bonheur, c'est le partage, en fait, comme je disais. Parce qu'en fait, la possession, c'est une illusion, en fait. On se dit, ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, on se rend compte de la valeur de ce qu'on a, des biens qu'on a, que ce soit matériel ou de ce qu'on est, par le partage. C'est-à-dire, je pense que les gens n'ont pas vraiment conscience de ça. Tout ce qu'on veut, c'est garder pour nous. Et justement, c'est ça l'erreur en fait. C'est qu'à force de tout garder, bon, on fait qu'accumuler. Donc, je dirais qu'on rajoute du poids, je dirais, sur nous. Je dirais aussi, je parlerai de l'âme aussi. Et s'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui fait. Je pense que le fait de renfermer, c'est pas bon. Il faut juste ouvrir. Ouvrir et partager et s'ouvrir aussi. Donc je pense que voilà, c'est aider les gens, c'est un acte de tous les jours en fait. Je pense que le partage, c'est comme je disais, partage, c'est pas forcément du matériel, c'est juste dire bonjour en fait. Se dire bonjour, c'est céder la place à quelqu'un dans le bus. C'est on voit quelqu'un qui est en train de porter ses courses qui galère, tu connais pas, ben il n'y a pas de raison de pas aider en fait. Parce que ce serait ton pote, t'aurais été l'aider. Pourquoi pas aider cet inconnu? Mais l'inconvénient aussi, c'est que les gens, comme je disais, ils gagnent beaucoup pour eux, mais aussi ils sont fort fermés. C'est-à-dire que ne serait-ce que vouloir aider quelqu'un, maintenant, la courtoisie est devenue étrange en fait. Ouais. Donc on veut aider et les gens sont Ah mais non. il est chelou ce mec, pourquoi il m'aide? Je le connais pas. Ben je te connais pas, mais est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'il n'y a pas de raison de t'aider? Enfin c'est ça, je pense que l'entraide en fait. L'entraide c'est quelque chose de super important. Le bonheur pour moi voilà, c'est un monde de partage en fait. Maintenant, il y a du partage, etc. Et je dis pas, mais chacun a a une vision des choses différentes. Dans un monde, actuellement, en tout cas l'Occident, c'est super matériel. C'est-à-dire que ici, on veut toujours plus, il y a le besoin d'avoir toujours plus, la comparaison, se comparer aux autres. Euh, je dirais aussi, ouais, voilà, le matériel est très très présent. Ben, il suffit d'allumer la télé ou d'aller sur le net pour voir toutes les pubs et tout ce qu'on nous met en tête. Maintenant, au-delà de ça, je pense qu'une personne n'est pas une autre et que d'autres vont voir plus loin que le matériel. Je pense qu'il y a un truc qui peut donner une notion de matériel. Maintenant, c'est mon point de vue. Je pense que maintenant, on parle beaucoup de religion, etc., conflits de religion, les trucs un peu avec, on va dire, les musulmans pointés du doigt, mais chaque religion a été pointée du doigt à une époque. Mhm. Mais je pense que la religion, moi, m'a donné une notion de valeur, en fait, de valeur du bien matériel et voilà, de l'avoir et de l'être, en fait, c'est ça. Et je pense que
des fois, même voilà, en tant que croyant, des fois, je suis là et il y a des périodes où voilà, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir un truc de valeur, c'est du matériel. Et puis après, je me dis, avec du recul, j'ai des périodes où je me dis, ouais, j'ai un besoin de retour à la source, à la base. Et donc là, des fois, bah, quand tu pries, etc., tu te dis, waouh, quand tu pries, tu as l'impression qu'il y a un truc qui te soulage en fait. Et tu te dis que en fait, justement, ce monde n'est qu'illusion en fait. Et comme on dit, si tu tombes amoureux de ce monde, prépare-toi à avoir le cœur brisé. Donc voilà, le truc c'est que je suis parti en Indonésie, les gens gagnent enfin ils gagnent leur vie correctement en fonction du pays, je dirais, et normal quoi. Mais ici, ça vaut rien, rien du tout. Et après, je leur dis, ouais, pourquoi vous n'allez pas en Australie, c'est pas très loin, il y a moyen, ou à Singapour ou en Malaisie, il y a un niveau de vie plus élevé, il y a moyen d'avoir, je dirais, une meilleure situation matérielle, pour rester dans le matériel. Et ils me disent, non, on n'a pas besoin, parce que nous, on gagne notre argent, on achète nos clopes, on s'achète à manger, on a où dormir, et on kiffe, on kiffe, enfin avec les potes, avec la famille, ils vont se placer dans un coin de rue, à fumer leurs cigarettes qu'ils ont fait eux-mêmes à la main, limite. Ils ont leur café, parce qu'ils sont en fond caféine là-bas, et gros producteur de café, donc c'est, je dirais, la boisson nationale. Ok. Et voilà, ils ont leur café, leur club, leurs amis, et voilà. Et ces gens-là m'ont fait comprendre que ils ont vraiment pas besoin du matériel en fait. Ok, des fois ils disent ouais c'est bien, j'aimerais bien aller en Europe, j'aimerais bien, ils aimeraient avoir des moyens pour voyager en fait. Mais ces gens-là n'ont rien, ils veulent juste voyager, ils veulent pas du matériel. Mhm. Donc là, pour moi ça a été comme une claque aussi, me dire ils ont rien mais ils ont besoin de rien. Alors que nous on a tout et on a toujours besoin de plus. Et c'est Exact. ça qui est calant. Et je pense que le matériel c'est juste une illusion. C'est Maintenant on vit dans un monde, exemple en Occident, ben, si tu n'as pas de matériel, entre guillemets, c'est pas que tu es mal vu, mais il faut suivre, on va dire. Il y a, on va dire, une cadence, une tendance, tout ça à suivre en fait. C'est-à-dire, les choses évoluent, ben, on doit aller avec l'évolution. Dans le monde, tout évolue, mais il y a des gens qui, voilà, exemple, ceux qui je connais, voilà, exemple, il y a des gens qui vont vivre en campagne parce qu'ils ont besoin justement d'être détachés de ce monde qui va, entre guillemets, trop vite. Il y a des gens qui changent complètement de pays, comme tu as pu le faire. Et ça, moi, je trouve que ben voilà, c'est prendre conscience que le matériel, c'est bien, mais ça vaut rien, en fait. Comme j'expliquais, quand on acquiert un bien matériel, ça perd de la valeur. Voilà. Et quand on investit dans des choses de valeur, ben, ça ne peut que accroître, en fait. Si t'es bien, qui que tu sois, je m'en fous, tu viens, c'est la même, ouais. C'est de la sincérité dans l'acte en fait. Comme on dit, une action n'a de valeur que par l'intention. Donc voilà, je pense que c'est ça qui donne de la valeur aux choses aussi. Parce que comme on parlait de aller en vacances et voyager, tout est une question d'intention en fait. Oui. Intention d'aller claquer ses thunes et rester dans un hôtel, ou l'intention de découvrir. Et là, une bonne action c'est pareil. Est-ce que tu fais quelque chose pour acheter l'attention des autres, ou est-ce que tu fais quelque chose pour toi en fait? Parce que tu le fais pour les autres, mais tu y gagnes aussi en fait, c'est sincère. Mhm. Donc la sincérité et l'intention, ouais. Je pense que c'est super important. Et c'est des choses qui, mine de rien, se perdent un peu. Parce que les gens... non, il y a beaucoup de gens qui font des choses avec de l'intention, je ne dis pas. Mais je pense que voilà, faire juste pour faire quoi. Il y a une fois, il m'arrivait une petite histoire, une petite anecdote rapidement en Indonésie. J'ai rencontré un gars et c'était le jour de la fête du fin de Ramadan et je devais prendre un avion et j'avais des heures d'avance. Donc il n'y avait plus de voiture, pas de taxi, rien parce que c'était la fête du fin de Ramadan, rien ne roulait. Et donc je venais d'une ville, j'ai arrivé dans l'autre ville pour prendre mon avion. Et le gars, je parlais un peu avec lui, puis il me dit ouais, tu vas faire comment pour aller à l'aéroport? Puis son pote est arrivé avec la moto et puis il a dit à son pote ouais non, tu sais quoi, laisse-moi ta moto, je vais te déposer. C'était quand même pas à côté l'aéroport. Et après, je me suis dit, ouais, il fait sûrement ça pour de l'argent. Parce qu'en général, dans ce pays-là, l'Asie et tout, ils sont fort commerciaux, quoi. Je dirais, ils aiment bien négocier et tout. Je me dis, ouais, il fait sûrement ça pour de l'argent. Je lui donnerai, c'est pas grave, je lui donnerai des sous. De toute façon, il n'y a pas de taxi, rien.
Et le gars, donc, il me dépose à l'aéroport et j'avais 3 heures d'avance. Mhm. Et puis il me dit, voilà, il est quand ton avion et tout. Puis après, je dis, dans 3 heures. Il me dit, ah ben non, tu sais quoi, t'as visité la ville? Je dis, ouais, je suis déjà venu une fois ou deux, mais j'ai pas vraiment eu le temps de visiter, pardon. Et en 3 heures, il m'a fait faire tout le tour de la ville. Il m'a payé les entrées au temple, il m'a fait goûter des fruits et tout. Puis j'étais choqué parce que même il me payait lui-même les entrées. Je me dis, bah, sûrement il va me demander un truc ou il attend un truc quand il me redéposera à l'aéroport. Puis je sors quand même un gros billet pour chez eux. Et je lui dis, tiens, ça m'a fait plaisir et tout. Il m'a dit qu'il voulait pas. Il a dit tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il faisait, c'était avec de l'intention. Et donc ce qu'il voulait, il préfère la valeur des hasanet, des bonnes actions, parce que c'est un pays musulman. Donc il disait, il préfère la valeur d'une bonne action à la valeur d'un billet. Voilà. Et donc je pense que ça m'a fort marqué aussi. J'ai vécu pas mal de super belles histoires là-bas et des trucs qui m'ont marqué. Et voilà, maintenant, mais moi j'ai toujours été comme ça, même avant l'Indonésie. Je pense que voilà, des fois on me dit, ouais, pourquoi tu fais ça avec telle personne? Genre, c'est pas ton pote ou pourquoi t'es. Genre, moi j'aurais pas fait ça à ta place. Ben, moi je l'aurais fait, voilà. Tout simplement parce que mon intention n'est pas la même que la tienne. Voilà, on a tous une perspective des choses différentes. Et la mienne, c'est de faire avec la sincérité, avec le cœur. Que tu sois mon pote ou pas, voilà. C'est peu importe d'où tu viens, comme dit le rappeur, tu fais partie des miens. Ça m'arrive souvent. Je sais pas pourquoi. Bon, je dis pas tout n'est pas rose, hein, comme tout le monde, mais beaucoup de choses super surprenantes m'arrivent. Et justement, c'est ça que je suis quelqu'un de fort croyant. Donc je suis quelqu'un qui croit vraiment sincèrement en fait. Je crois mais sincèrement. Donc avec une intention encore. C'est-à-dire que je le fais tellement avec le plus profond de moi-même, j'irais même avec mon âme, que des choses bien se réalisent pour moi. Voilà, dans le sens où, comme on dit, alhamdoulilah, je, grâce à Dieu, que voilà, des choses de bien m'arrivent. Et encore une petite anecdote, vite fait, j'étais en Indonésie, et donc j'avais mon téléphone, je prenais des photos, j'étais assis sur une planche de surf, et une petite vague m'a retourné, et j'ai perdu le téléphone dans l'eau. Et le téléphone, le problème, c'est que mon smartphone là-bas, ça me permettait de booker mon avion, mon logement, etc. De gérer aussi mon GPS, parce qu'il faut des cartes et tout là-bas, et c'est assez compliqué. Et grâce à la technologie, ça facilite. Et donc j'étais un peu perdu, j'étais là, merde, ça va être galère, surtout que je devais faire le check-in pour mon vol retour et tout. Et j'étais avec ma soeur, et puis je dis à ma soeur, tu sais quoi, franchement, du plus profond de moi, genre j'ai fait une doha, donc une invocation, que quelque chose de bien m'arrive pour que ce problème se résout. Mhm. Et puis après, on est parti manger, et donc sur mon MacBook, je pouvais détecter mon iPhone. Et donc, tac, d'un coup, mon ordi détecte mon téléphone. Donc, truc improbable, j'ai perdu dans la mer, quoi. Et je vois que le téléphone est détecté dans la ville. Et après, on prend un taxi vite fait à l'arrache. On dit au taxi d'aller au point, etc. Et on arrive dans des genres de bidonville un peu favelas indonésien. Et on rentre dans les petites rues et tout et tout. Puis après, j'arrive et je toque à la maison. Puis le gars m'explique, ouais, j'ai trouvé ton téléphone dans l'eau. Je marchais au bord de l'eau, j'ai trouvé ton téléphone. Donc si ça, c'est pas un truc de dingue, surtout que j'étais là et vraiment, au fond, moi-même, je disais, ouais, il faut absolument que je retrouve ce téléphone et tout, parce que j'avais des contacts et tout dedans, très important. Et donc, c'est un truc de dingue, c'est que c'est pas l'aspect matériel, je m'en foutais du téléphone, c'est le fait que c'était quelque chose dont j'avais vraiment besoin, et voilà, ça s'est produit, quoi. Et après, on est parti sur une île avec ma soeur. Et je disais à ma soeur, c'est dingue, regarde, je te parle, j'ai mon téléphone en main, quoi. Et je dis, on était sur le bateau, et je dis, regarde, hier il était là, quoi. Il était dans la mer. Donc pour retrouver un truc que tu as perdu dans la mer, et qu'un gars marche dessus, ben, c'est dingue, quoi. Les probabilités, c'est. Et je pense que, comme on dit, rien n'arrive par hasard. Et je suis quelqu'un, voilà, je pense que, comme en anglais, il y a une phrase que j'aime beaucoup, je le dis en anglais parce que je trouve qu'elle est bien dit, c'est what goes around comes around. Donc ce qui va, vient. Et fais du bien et du bien t'arrivera. Je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui a fait les choses. On dit ouais t'es trop naïf, mais je suis pas naïf. J'ai juste envie d'être bon et d'être bon pour les autres et pour moi, parce que j'ai envie d'être la personne que, comme on dit, soit la personne que tu aimerais rencontrer en fait. Voilà, tout simplement. Et je pense que
Voilà, être bon, c'est ma nature, je suis comme ça. Mhm. Voilà, en arabe, on dit être hnin, donc quelqu'un qui fait avec le cœur, niya, donc avec l'âme, avec l'intention, quoi. Et il y a des gens, ils sont comme ça, ils sont hnin, et on dit, ouais, c'est trop bon, trop bon, trop con. Ben non, trop bon, tout simplement. Il y a pas, c'est pas con d'être bon. C'est juste, ok, il y a des gens mauvais qui vont profiter de la bonté et de la gentillesse des gens, mais ça t'empêche pas d'être bon. Et voilà, il faut pas se limiter à ça. Et il y a des gens qui sont bons ou qui ont été bons et qui maintenant se mettent des barrières à cause de ouais, on a trop profité de moi. Mais non, c'est pas grave, les gens ont profité, mais en contrepartie, il y a plein de bonnes choses qui te sont arrivées. Tu penses que c'est du hasard, mais est-ce que c'est du hasard? C'est ça la question. Donc, moi je pense pas, je crois pas au hasard. Je pense que j'ai fait des bonnes choses, j'étais bon, et seul Dieu sait ce que j'ai fait, et il me l'a rendu. Voilà, j'ai pas besoin de dire ouais, regardez les gars, ce que j'ai fait, j'ai aidé un tel ou un tel ou un tel. Non, je le dis pas, parce que ça me sert à rien de le dire. Quand tu fais quelque chose de bien, tu veux donner de l'argent aux pauvres, les gens se filment, maintenant ils se filment, ouais, regardez, regarde, je donne à manger à un pauvre. Ouais, t'as pas besoin, t'as même pas besoin d'un témoin qui dit. Encore une fois, en islam, on dit donne de la main gauche sans que la main. Non, donne de la main droite sans que la main gauche ne le voie. Imagine tes propres mains, quoi. Donc, la plus belle des intentions est celle qu'on ne dit pas. Et encore une fois, je parle beaucoup en citation, etc., parce que j'aime beaucoup, mais comme on dit, c'est cache tes bonnes actions comme tu cacherais les mauvaises. Voilà, voici ça. Moi, ma vision des choses, elle est simple. Il m'arrive du bien, je sais que c'est grâce à Dieu. Il m'arrive du mal, je sais que c'est grâce à Dieu aussi. Et c'est grâce, je dis pas à cause, parce que c'est une grâce, justement. Le bien te montre que tu es bien, le mal est un rappel. Il t'arrive une épreuve, comme on dit, dans chaque épreuve se cache une leçon. Et tout le monde ne voit pas ça comme ça. Mais dans chaque épreuve se cache une leçon. Et à travers le mal se cache un bien. Et comme on dit, même dans le bien, il y a du mal. Et c'est un peu le yin et le yang. Le mot de la fin, bah déjà, te remercier. Et bah, je te connais sous peu nous, mais Souleymane. Et je voulais te remercier pardon, bah déjà pour me donner cette opportunité de m'exprimer. Avec Je plaisir. pense que c'est cool. C'est la première fois qu'on m'offre l'opportunité de m'exprimer à ce sujet-là. Et je pense que c'est une belle expérience. Donc c'est une chose auquel je me rappellerai. Et à laquelle je me rappellerai, pardon. Et voilà, donc je suis très content de l'avoir fait. J'espère que ça parlera à des gens. Voilà, moi en tout cas ça me parle, vu que c'est ma façon de voir les choses. C'est à travers mon expérience, à travers mes bons moments, mes galères, le tout mis ensemble, bah, ça donne ce que je suis aujourd'hui. Euh, Sinon, bah voilà, je pense que j'ai pu un peu m'exprimer à travers plein de sujets. Mhm. Donc c'est-à-dire C'était intéressant. voilà, le voyage, partager mon expérience, c'est un partage de mon histoire aussi, de mes débuts, on a parlé aussi par rapport au break, etc. C'est une partie de ma vie qui m'a changé en fait. Là j'ai 26 ans, j'ai eu 26 ans et c'est il y a 10 ans quoi, je ne me rends pas compte qu'il y a 10 ans, mais là j'ai résumé entre guillemets 10 ans d'expérience. Mhm. Et donc c'est un truc voilà, qui est cool à faire et je suis content de l'opportunité que j'ai eue. Voilà. Enfin, je te remercie en tout cas et je te souhaite aussi de continuer à faire ce que tu fais parce que voilà, c'est grandiose et que tu fais ce que les gens ont peur de faire et donc se limitent à faire. Et donc voilà, je pense que faire ce que tu fais, c'est une question de courage, mais surtout un gros big up, un gros respect parce que c'est sacrifier le confort pour la zone de non-confort et ça vend du rêve. Donc voilà, le mot de la fin, bah, continue à faire ce que tu aimes, ton blog, vive tes expériences, tes rêves, tes objectifs, sois heureux et continue à rendre heureux les gens. Voilà, c'est ce que je te souhaite. Voilà. Merci Germaine. Peace. Tu es une très belle personne et je suis content d'avoir Merci. pu C'est gentil. partager ça.